Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut sembler un peu rébarbatif, mais qui est absolument clé en data science, le nettoyage et la transformation des données. Franchement, les données brutes, c'est rarement le grand amour, hein. Souvent, c'est plutôt le chaos. Ah oui, le chaos, c'est bien le mot. Des trous partout, des infos qui se contredisent, des formats bizarres. Bref, un vrai chantier. C'est ça. Et il y a cette statistique qui circule, qui donne un peu le vertige d'ailleurs, hein. La préparation des données, ça pourrait prendre jusqu'à 80% du temps d'un projet. Oui, ce chiffre de 80%, on l'entend souvent. Et il est assez révélateur. C'est fou, hein. Ça peut surprendre, c'est vrai, mais ça montre bien l'importance de cette étape. Ce n'est pas juste faire le ménage vite fait. Non, j'imagine bien. C'est un processus itératif, réfléchi. Le but, c'est de prendre ces données brutes, souvent pleines de bruit, et d'en faire quelque chose de fiable, un actif pour l'analyse, quoi. D'accord. Dans les méthodologies comme CRISP-DM, d'ailleurs, c'est la phase 3, la préparation. Ça vient juste après la compréhension des données, où justement on a commencé à repérer les problèmes. Logique. Donc aujourd'hui, on essaye de comprendre les étapes clés et surtout pourquoi c'est si important de bien faire les choses à ce moment-là. Exactement. L'impact des choix qu'on fait ici est crucial pour la suite. Ok. Alors, pour bien nettoyer, par où on commence? Il faut savoir ce qu'on cherche, non? Définir ce que c'est une donnée de qualité. J'ai vu passer un acronyme, ACUCVT. Ça vous dit quelque chose? Oui, ACU-CVT, c'est une bonne grille. Euh, une grille de lecture assez complète pour évaluer la qualité. Ça nous aide à penser aux différentes facettes. D'accord. Quelles sont ces facettes, par exemple? Par exemple, l'exactitude. Est-ce que les données sont justes? Est-ce qu'elles reflètent bien la réalité? Une adresse mal orthographiée, par exemple, c'est pas exact. Hmm, Ensuite, la complétude. Est-ce qu'il nous manque des infos importantes? Si on analyse des ventes et qu'il manque le prix pour un tiers des articles, bon, c'est problématique. clairement. La cohérence aussi. Est-ce que les données se contredisent? Un âge négatif ou une date de commande après la date de livraison? Ça, c'est pas cohérent. Oui, ça sent l'erreur. Voilà. Et on peut ajouter l'unicité, pour éviter les doublons inutiles. La validité, pour les formats et les types. Et puis, l'actualité. Est-ce que les données sont assez récentes pour ce qu'on veut faire? D'accord. Évaluer selon ces critères, ça permet de faire un diagnostic, de savoir où meurtre l'effort. Ce n'est pas toujours binaire, hein. Parfois on définit des seuils d'acceptabilité. Ok, je vois. C'est un peu comme un check-up, en fait. Une fois qu'on a posé ce diagnostic, quelles sont les grandes opérations, les grandes étapes de ce nettoyage? Alors, euh, on peut regrouper les tâches principales comme ça. D'abord, euh, gérer ce qui manque ou ce qui est en trop. Les valeurs manquantes et les doublons? Exactement. Ça, c'est souvent le point de départ. Incontournable. Ensuite, corriger ce qui est manifestement faux ou très bizarre. Les erreurs et les outliers, c'est ça? Les valeurs aberrantes? C'est ça. Le nettoyage des erreurs et la gestion des outliers. Puis, il faut rendre les données compréhensibles pour les machines. Ah oui, transformer le texte en chiffres. L'encodage? L'encodage des variables catégorielles, tout à fait. Et enfin, harmoniser les échelles des chiffres. La mise à l'échelle, standardisation, normalisation. Voilà. Parfois, on peut aussi avoir besoin d'échantillonner si on a trop de données ou de discrétiser. Mais concentrons-nous sur ces étapes quasi systématiques. Parfait, ça me semble clair. Commençons par les doublons et les valeurs manquantes. Les doublons, ça a l'air simple, hein. On trouve les lignes identiques, hop, on supprime. Oui et non. En surface, c'est ça. Mais attention, hein, deux lignes identiques, c'est pas toujours une erreur. Ah bon? Ben oui, ça peut être deux événements réels, distincts, mais qui ont été enregistrés avec exactement les mêmes caractéristiques. Il faut comprendre le contexte avant de supprimer. D'accord, prudence. Mais si ce sont bien des doublons, des erreurs de saisie, alors oui, la suppression, c'est la solution. Et heureusement, il y a des outils pour ça comme Drop Duplicates dans Pandas qui aident bien. On peut même choisir sur quelle colonne on se base pour dire ça, c'est un doublon. Ok, compris. Et alors, le gros morceau, les valeurs manquantes. Ça, c'est souvent un casse-tête, non? Parce que beaucoup d'algorithmes, ils aiment pas ça du tout. C'est vrai, c'est un sujet central. La toute première question à se poser, c'est pourquoi il manque cette valeur? Comment ça? Pourquoi? Est-ce que c'est complètement par hasard? Le manque n'est lié à rien d'autre. Ça, c'est le cas MCR.
le plus simple. MCAR, manque complètement aléatoire. Exactement. Ou alors, est-ce que le manque est lié à d'autres informations qu'on a? Par exemple, le revenu manque plus souvent chez les jeunes diplômés. Ça, c'est MAR, manque aléatoire. D'accord. Et le plus délicat, c'est MNAR, manque non aléatoire. Là, la cause du manque est liée à la valeur manquante elle-même, ou à un facteur caché. Ça demande plus d'investigation. Je vois. Et savoir ça, ça change quoi pour la suite? Ça aide à choisir la bonne stratégie. Par exemple, supprimer les lignes avec des manques, c'est tentant, mais c'est vraiment seulement si on a peu de manques et qu'on est sûr d'être en MCAR. Sinon, on risque de biaiser toute l'analyse. Mais alors, si on ne supprime pas, on fait quoi? On remplace? J'ai entendu parler de remplacer par la moyenne ou la médiane. Mais est-ce qu'on n'invente pas des données, là? C'est une excellente question, et c'est tout le dilemme de l'imputation. Oui, remplacer par la moyenne ou la médiane, souvent mieux, car moins sensible aux extrêmes, ou le mode, pour les catégories, c'est courant. Facile à faire, j'imagine. Très facile. Mais oui, vous avez raison, ça a un coût. Ça réduit la variance artificiellement, ça peut masquer des relations. C'est un compromis. Quelles sont les autres options alors? Il y en a plusieurs. On peut simplement marquer le manque très clairement avec NaN ou missing, etc. si l'algorithme qu'on utilise sait les gérer. Certains le font, comme XGBoost. Ah, intéressant. On peut supprimer la colonne entière, si elle est quasiment vide et n'apporte pas grand-chose, ou alors utiliser des méthodes d'imputation plus fines. C'est-à-dire? Des méthodes qui essayent de prédire la valeur manquante en se basant sur les autres colonnes, par régression, ou avec des algorithmes comme les K plus proches voisins, KNN. Scikit-learn a des outils comme Iterative Imputer qui font ça. D'accord, c'est plus sophistiqué. C'est plus sophistiqué, mais potentiellement plus précis. Le choix final, ça dépend vraiment du pourcentage de manque, du type de données et de l'impact qu'on anticipe sur le modèle. Il n'y a pas une seule bonne réponse, malheureusement. Ok, c'est un arbitrage à chaque fois. Passons à autre chose. Essayez d'assurer que les données respectent des règles. La validité dont vous parliez. Comment on vérifie qu'un âge est bien un nombre positif ou qu'un email a le bon format? Là, on parle de contraintes d'intégrité. Ce sont des règles, logiques ou métiers, que les données doivent respecter. Des exemples? Le type de données, déjà. Une colonne âge doit être numérique. La plage de valeur, l'âge entre 0 et 120 ans, par exemple. Le format. Un email doit ressembler à un email. On vérifie ça avec une expression régulière, une regex. D'accord. Ou alors, une valeur doit appartenir à une liste prédéfinie. Le statut d'une commande doit être en cours, expédié ou livré, pas autre chose. Ou encore, des validations croisées. La date de fin doit être après la date de début. Et si une donnée ne respecte pas la règle? On la jette. Pas forcément. On peut essayer de la corriger si c'est évident. On peut la remplacer par une valeur par défaut ou la marquer comme invalide, null. Ou la supprimer, oui. Ou même la signaler pour qu'un humain vérifie. Encore une fois, ça dépend du contexte. Des outils comme Pandas aident beaucoup à filtrer ou modifier les données selon ces règles, query, where, isin. C'est une étape clé pour la cohérence de base. Et qu'en est-il quand le problème n'est pas une valeur fausse, mais plusieurs lignes qui parlent de la même chose mais différemment? Genre Société Générale et SocGen dans 2 fichiers. Comment on sait que c'est la même banque? Ah, ça c'est le grand défi de la résolution d'entités. Crucial quand on mélange des données de sources différentes. J'imagine. L'idée, c'est de repérer et de lier ou de fusionner les enregistrements qui désignent en fait la même chose dans le monde réel. Ça inclut le dédoublonnage quand c'est dans la même source et l'appareillement d'enregistrement quand ça vient de sources différentes. Et comment on fait ça concrètement? Ce n'est pas juste chercher l'égalité parfaite, j'imagine. Non, rarement. Ça implique souvent de calculer des scores de similarité. Robert Dupont et Dupont-Robert, c'est pas égal, mais c'est sûrement la même personne. On utilise des algorithmes qui comparent les champs clés, nom, adresse, etc., et qui estiment la probabilité que 2 enregistrements se réfèrent à la même entité. C'est assez complexe. D'accord. Et si ces différentes sources, en plus d'être écrites différemment, donnent des infos contradictoires? L'exemple des notes, c'était Martina Franca, province de Tarente ou de Bari. Si une source dit Tarente et l'autre Bari, qui on croit? Très bon point. Ça nous amène au problème de la découverte de la vérité, ou truth discovery. La découverte de la vérité, carrément. Oui. Bon, l'approche la plus simple, c'est le vote majoritaire. On prend la valeur la plus fréquente. Si 3 sources disent Tarente et 1 dit Bari, on choisit Tarente. Logique. Mais, et si la source qui dit Bari est la source officielle,
super fiables, et les autres sont moins sûrs. Le vote majoritaire ignore ça. C'est là qu'interviennent des algorithmes plus malins. Ah, Oui, des algorithmes de Truth Discovery essayent d'évaluer en même temps la fiabilité des sources et la crédibilité des informations. C'est itératif. Une source fiable rend ses infos plus crédibles et une info confirmée par des sources fiables renforce leur crédibilité. ah oui, c'est plus subtil, ça se boucle en quelque sorte. C'est ça. C'est plus avancé, mais très utile quand on intègre des données de qualité très hétérogènes. Très intéressant cette idée de pondérer la confiance. Revenons à des incohérences peut-être plus internes aux données. Les sources parlent de redondance et de dépendance fonctionnelle, DF, comme source de problèmes. Ça sonne un peu BDD, non? Oui, ça vient de la théorie des bases de données relationnelles, mais le concept est utile partout. Une DF, c'est simple. Ça dit juste que si on connaît la valeur de A, on connaît forcément une seule valeur pour B. L'exemple typique, code postal, ville. Si je connais le code postal, je connais la ville. D'accord. Et le problème, c'est quand on répète ça. Exactement. Si dans une grande table de clients, vous stockez le code postal et le nom de la ville pour chaque client, et que vous avez 1000 clients à Paris 15e, vous répétez 1000 fois 75 015 Paris. C'est de la redondance. Et le risque? Le risque, c'est l'incohérence. Imaginez qu'un jour, pour une raison X, vous mettez à jour la ville pour un seul de ces 1000 clients, mais pas les autres. Patatras, vous avez maintenant des lignes avec 75 015 Paris et une ligne avec 75 015 autre chose. C'est une incohérence due à la redondance. Ah oui, je vois. La solution propre en BDD, c'est la normalisation. On crée une table séparée pour les codes postaux et les villes, et dans la table client, on met juste le code postal. Mais même sans ça, on peut détecter ces incohérences. On groupe par le déterminant, le code postal, et on regarde s'il y a plusieurs valeurs pour le dépendant, la ville. C'est un moyen de traquer ces contradictions logiques. C'est clair avec l'exemple. Parlons maintenant des valeurs qui sortent du lot. Les valeurs aberrantes, les outliers. Les sources insistent bien, c'est pas pareil qu'une erreur. Exactement. C'est une nuance clé. Une erreur, c'est une valeur impossible. 32 décembre, un âge négatif. Ça viole une règle de validité. Un outlier, c'est une valeur qui est statistiquement très improbable, très loin des autres, mais pas forcément fausse. D'accord. Un salaire de 2 millions d'euros, c'est peut-être un outlier, mais c'est peut-être vrai pour un PDG. C'est ça. Alors que 2 millions d'euros pour l'âge, c'est une erreur. Pour détecter les outliers sur une seule variable numérique, on utilise souvent la méthode de l'écart interquartile, EQR. EQR, comment ça marche? On calcule le premier quartile, Q1, la valeur en dessous de laquelle on a 25% des données, et le troisième quartile, Q3, 75%. L'EQR, c'est Q3, Q1. Ensuite, on définit des bornes. Une borne inférieure à Q1, 1.5 EQR, et une borne supérieure à Q3, plus 1.5 EQR. Tout ce qui est en dehors de ces bornes est considéré comme un outlier potentiel. Les graphiques en boîte à moustache, les boxplots, montrent ça très bien. Ok. Mais une fois qu'on a détecté ces outliers, qu'est-ce qu'on en fait? Vous disiez que ce n'est pas forcément faux. Il ne faut pas les supprimer systématiquement, alors? Surtout pas. Très bonne question. La première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette valeur est extrême. Est-ce une erreur de saisie? Une faute de frappe? Une erreur de mesure? Est-ce de la fraude? Ou est-ce un événement réel mais exceptionnel et peut-être très important? Un pic de vente incroyable, par exemple. D'accord, l'enquête d'abord. Toujours. Le traitement dépend de cette analyse. Parfois, on va les garder mais utiliser des modèles statistiques plus robustes aux outliers. Parfois, on les caper, c'est-à-dire les ramener à la valeur de la borne la plus proche. Parfois, on les supprime, mais seulement si on est vraiment sûr que c'est une erreur sans valeur informative. Et pour les outliers qui n'apparaissent que quand on regarde plusieurs variables ensemble? Ah, les outliers multivariés. Là, c'est plus subtil. On utilise des techniques comme le clustering, par exemple. L'algorithme LOWF mesure à quel point un point est isolé par rapport à ses voisins. Ou des méthodes comme Isolation Forest, qui essaient d'isoler les points aberrants rapidement dans des arbres de décision. Scikit-learn propose ces outils. Mais là encore, l'analyse métier reste reine pour interpréter et décider quoi faire. Prudence et contexte, on y revient toujours. Abordons maintenant l'encodage des variables catégorielles. Les machines aiment les chiffres, donc il faut bien transformer le texte, genre rouge, vert, bleu ou petit, moyen, grand.
Quelles sont les méthodes utilisées? Il y en a pas mal, avec des avantages et des inconvénients. Les deux plus classiques, ce sont 1. Le one-hot encoding. Pour chaque catégorie, rouge, vert, bleu, on crée une nouvelle colonne binaire, 0 ou 1. Colonne, est rouge, colonne, est vert, etc. C'est très clair, ça ne crée pas de faux ordres. Mais ça peut faire beaucoup de colonnes, non? Si on a une variable avec 100 catégories. Exactement. C'est le gros inconvénient. Ça peut exploser le nombre de colonnes. C'est ce qu'on appelle la malédiction de la dimensionnalité. Pandas fait ça très bien avec getDemise. 2. Le label encoding, ou ordinal encoding. Là, on attribue un nombre entier à chaque catégorie. Rouge égale 1, vert égale 2, bleu égale 3. C'est simple, ça ne crée pas de colonnes supplémentaires. Mais là, le risque, c'est que la machine pense que bleu 3 est plus grand que rouge 1, alors que ça n'a pas de sens. Précisément, si les catégories n'ont pas d'ordre naturel, on dit qu'elles sont nominales, le label encoding peut induire un ordre artificiel qui va perturber l'algorithme. Par contre, si les catégories ont un ordre réel, ordinal, comme petit égale 1, moyen égale 2, grand égale 3, alors l'ordinal encoding est parfait, car il préserve cet ordre. Sklearn a label encoder et ordinal encoder pour ça. D'accord. Et il y a d'autres méthodes? Oui, il y en a d'autres pour des cas plus spécifiques. Le hashing encoding est utile quand on a énormément de catégories et qu'on veut limiter le nombre de colonnes. Le target encoding utilise l'information de la variable cible qu'on cherche à prédire, mais attention, il y a un risque de fuite d'informations ou de surapprentissage. Le choix dépend vraiment du nombre de catégories, de leur nature nominale ou ordinale, et de l'algorithme qu'on va utiliser derrière. Ok, encore un choix à faire en fonction du contexte. On approche de la fin de la préparation. Une dernière étape souvent mentionnée, la mise à l'échelle, le scaling des variables numériques. Pourquoi c'est si important de mettre les chiffres à la même échelle? C'est crucial pour énormément d'algorithmes, surtout ceux qui sont basés sur des calculs de distance, comme les KNN, les SVM, le clustering. Pourquoi? Imaginez que vous ayez une variable revenu annuel qui va de 20 000 à 200 000 euros et une variable nombre d'enfants qui va de 0 à 5. Si vous calculez une distance entre deux personnes, la différence de revenus va complètement écraser la différence du nombre d'enfants, juste à cause de l'échelle des valeurs. Ah oui, même si le nombre d'enfants est très important pour le problème. Exactement. La variable avec la plus grande plage de valeur va dominer les calculs. La mise à l'échelle remet tout le monde sur un pied d'égalité numérique. Et comment on fait ça, Kerr? Il y a deux méthodes principales, non? Min-max et standardisation. C'est ça. Les deux plus courantes. La normalisation min-max, elle prend chaque valeur, lui soustrait le minimum de la colonne et divise par l'écart entre le maximum et le minimum. Résultat, toutes les valeurs sont ramenées dans un intervalle fixe, souvent 0,1. C'est bien si on veut des bornes strictes ou si les données n'ont pas une distribution en cloche gaussienne. La standardisation, z-score, elle prend chaque valeur, lui soustrait la moyenne de la colonne et divise par l'écart type. Résultat, les données sont centrées autour de 0 avec un écart type de 1. C'est souvent préféré car c'est moins sensible aux outliers extrêmes puisqu'il n'y a pas de borne fixe à 0 ou 1 et beaucoup d'algorithmes apprécient les données centrées réduites. Et comment choisir entre les deux? Ça dépend un peu de l'algorithme qu'on va utiliser ensuite et de la distribution des données. Il n'y a pas de règle absolue. Mais, point extrêmement important, quand on fait de l'apprentissage supervisé, on sépare les données en entraînement et test. Oui. On doit calculer les paramètres de la mise à l'échelle, le min-max ou la moyenne écart type, uniquement sur les données d'entraînement. Et ensuite, on applique cette même transformation avec les mêmes paramètres aux données de test. Ah oui, pour ne pas tricher en utilisant l'information du jeu de test pour préparer les données d'entraînement. Exactement. Sinon, on biaise l'évaluation de la performance. Heureusement, les outils comme Standardizer et Minmaxer de Scikit-learn gèrent ça très bien avec les méthodes FIT sur l'entraînement et Transform sur l'entraînement et le test. C'est bien noté. Pour finir cette exploration, un mot peut-être sur la transformation des données au sens plus large. On a vu beaucoup d'étapes très liées au nettoyage, mais la transformation, ça peut être d'autres choses aussi. Tout à fait. La transformation, c'est vraiment toute modification du format, de la structure ou des valeurs des données. Ça peut se faire à différents moments dans un processus ETL, Extract, Transform, Load, ou ELT, Extract, Load, Transform, qui est plus courant avec le cloud.
Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme transformation en plus de tout ce qu'on a vu? Eh bien, on peut avoir besoin d'anonymiser ou de chiffrer des données personnelles pour des raisons de confidentialité. On peut avoir besoin de convertir des types de données, passer d'un texte à une date, d'un entier à un nombre à virgule. D'agréger des données, peut-être? Oui, tout à fait. Agréger des données passées de transactions journalières à des totaux mensuels, par exemple, ou l'inverse parfois. Créer de nouvelles variables à partir de celles qui existent, ce qu'on appelle le feature engineering, par exemple, calculer un ratio, une différence, une combinaison. Harmoniser les formats. Voilà. Harmoniser les formats, les dates, les devises. Et une chose simple mais essentielle, renommer les colonnes de façon claire, cohérente, compréhensible. Ça aide énormément pour la suite. Données brutes, un peu, sauvages. Et on a vu toutes ces étapes pour arriver à un jeu de données propre, cohérent, prêt pour l'analyse ou le machine learning. Si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Pour moi, le message clé, c'est que cette préparation, même si elle prend beaucoup de temps, ces fameux 80% qu'on a évoqués, ce n'est pas juste une corvée technique. C'est une phase d'enquête, presque. Oui, une enquête, c'est bien dit. Ça demande de la méthode, de la curiosité, et surtout de bien comprendre pourquoi on fait les choses. L'objectif final. Chaque choix qu'on fait, comment on gère un manque, comment on encode une catégorie, comment on traite un outlier, ça a des conséquences sur la fiabilité de ce qui va suivre. Investir ce temps, finalement, c'est construire la confiance. Exactement. La qualité des données, c'est la fondation. Tout repose dessus. Si on relie ça à la vue d'ensemble, une bonne préparation, ça ne sert pas juste à pouvoir utiliser les algorithmes. Ça garantit surtout que les conclusions qu'on va tirer, les décisions qu'on va prendre basées sur ces données, elles sont solides. Passer des données brutes à de l'information fiable. C'est ça, de la data à l'insight actionnable. On ne peut pas bâtir quelque chose de solide sur des fondations bancales. Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante, peut-être pour ouvrir un peu la réflexion. On a beaucoup parlé de comment réparer les données une fois qu'elles sont là, avec tous leurs défauts. Mais est-ce qu'on ne devrait pas mettre plus d'efforts à prévenir la mauvaise qualité, directement à la source? Ah. Prévenir plutôt que guérir. Voilà. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement de mettre en place une vraie culture de la qualité des données dans une organisation? Comment s'assurer en amont de tout projet d'analyse que les données sont collectées correctement, définies clairement, validées au plus tôt? C'est une excellente question pour terminer. Ça dépasse le nettoyage technique, ça touche à l'organisationnel, à la gouvernance. Merci beaucoup pour cette exploration vraiment très éclairante. Merci à vous. Et merci à notre auditoire d'avoir plongé avec nous dans les coulisses parfois complexes, mais ô combien essentielles, de la préparation des données. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration.